Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances, est mon invitée. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, Monsieur Simonin. Bonjour à tous et à toutes. Alors, les chiffres sur la sécurité communiqués par le ministère de l'Intérieur ne sont pas bons pour l'année dernière en matière de violences sexuelles. Une augmentation assez forte des violences sexuelles, 33% dit-on en Ile-de-France. Comment ça s'explique? Alors, permettez-moi déjà de corriger. Ces chiffres sont sur le site du ministère de l'Intérieur et tout le monde peut les consulter. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une augmentation des faits qui sont signalés, c'est-à-dire des plaintes qui sont déposées, qui a augmenté. Ce ne sont pas les faits en eux-mêmes, ce n'est pas 33% d'augmentation des violences, c'est que les victimes parlent de plus en plus, c'est qu'elles déposent de plus en plus plaintes. Et la preuve en est que la moitié de ces nouveaux signalements concernent des faits qui ont eu lieu il y a 6 mois, 2 ans, 5 ans. Donc ça veut dire que des personnes qui ont été agressées il y a 5 ans aujourd'hui osent parler. Et je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cela. Vous voyez, depuis 2017, vous avez eu l'effet MeToo. Vous avez le président de la République qui, en 2017, quand il disait « je vais faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat », il était moqué, il était raillé, parce que certaines personnes disaient n'importe quoi, il n'y a plus de sujet d'égalité dans notre pays. Sauf que tous les 2-3 jours, nous avons une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Toujours aujourd'hui, on se rend compte également qu'une femme, même si elle a les mêmes diplômes, les mêmes compétences, les mêmes capacités qu'un homme, gagne moins. Oui. Donc vous voyez bien que ces questions ne sont pas réglées. Et pour terminer sur les questions des violences, moi je pense que c'est salutaire que les femmes aujourd'hui aient le courage de parler, qu'elles aillent se signaler, parce qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent pour les aider et les accompagner et sanctionner les personnes qui les violentent. Donc vous diriez, Madame la ministre, qu'il n'y a pas d'augmentation réelle constatée de violences sexuelles? Il n'y a pas d'augmentation des violences sexistes et sexuelles en tant que telles. Il y a une libération de la parole de plus en plus importante et j'encourage les victimes à continuer de déposer plainte. Et ça fonctionne. Ça veut dire que les 5 années pendant lesquelles nous avons parlé des violences qui sont faites aux femmes, matin, midi et soir, où les médias s'en sont emparés, où les associations continuent de faire un travail de fond, ça fonctionne. Le fait que le 3919, qui est la ligne nationale ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui est une ligne qui est là pour écouter les femmes, pour les orienter et les accompagner. Le fait que le 114 existe, que arrêtonslesviolences.gouv.fr existe, amène les victimes à parler davantage. Oui. Et je veux leur dire qu'il n'y a pas de fatalité et je veux leur dire qu'elles peuvent parler et qu'elles seront entendues et accompagnées. Alors, une augmentation, vous l'avez annoncé, de 28% du budget de suivi des hommes violents. Oui. 4 lois pendant ce mandat pour lutter contre les violences faites aux femmes. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Est-ce qu'on doit aller encore plus loin? Tant qu'il y aura un seul féminicide dans notre pays, il faudra que nous allions loin. Nous avons déployé les bracelets anti-rapprochement, les téléphones grave danger. Nous avons doublé le nombre d'ordonnances de protection parce que je crois qu'il est important de séparer la sanction de la protection. Il faut pouvoir protéger les victimes quand bien même elles n'osent pas encore déposer plainte parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles sont sous emprise. Il faut qu'elles sachent que la justice aujourd'hui a les moyens de les protéger, même quand elles ne déposent pas plainte. Nous avons formé 90 000 policiers et gendarmes. Nous avons créé des postes de référents sociaux, des assistants sociaux, des travailleurs sociaux qui sont dans les commissariats et dans les gendarmeries pour aider ces femmes dans leur prise de parole parce que ça n'est pas toujours facile. Il faut comprendre la souffrance et la douleur de ces femmes. Donc tout ce que nous devons faire pour aider ces victimes et leurs enfants, n'oublions pas que les enfants sont également des victimes directes des violences, eh bien nous devons continuer de le faire. Mais reconnaissons aussi que jamais un gouvernement n'a autant fait pour protéger les victimes de violences conjugales. Oui. Alors Caroline Dehaas, féministe, dit la justice et la police sont défaillantes. Est-ce qu'il y a encore des efforts ou des progrès à faire dans le traitement de ces violences sexuelles par la police, par la justice? Faut-il rappeler que la police et les gendarmes sont les premiers remparts face aux violences? Faut-il rappeler qu'à Noël 2020, 3 gendarmes ont perdu la vie parce qu'ils essayaient de protéger une femme qui subissait des violences de son ex-conjoint. Je pense qu'il faut vraiment être responsable dans les mots qu'on emploie quand on a la parole publique.
Les magistrats sont formés, les policiers sont formés. Il faut savoir que nous venons de loin sur ces questions de violence. Il faut savoir que c'est une transformation culturelle dans laquelle notre société est entrée. Et cette transformation culturelle, elle se fait à pas formés. Les entreprises, ce matin, j'avais une réunion avec une trentaine d'entreprises qui ont décidé de se saisir de ces questions et de considérer que ça n'est pas un fait privé. Une femme sur 3 dit qu'elle a été victime de violence. Si toute la société se saisit de ces questions, nous éradiquerons ce fléau. Oui, on a eu parfois l'impression, par exemple l'affaire Shaina, n'a pas suscité l'émotion peut-être qu'elle aurait dû, cette jeune adolescente victime de violences sexuelles et finalement assassinée. Et que la justice a du mal à passer dans ce genre d'affaires, d'être à la hauteur de la souffrance. Vous savez, ça n'est pas mon rôle de commenter les décisions de justice. Et je ne vais pas commenter la décision de justice en tant que telle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que mère, on peut comprendre la douleur et la souffrance de parents qui voient leur fille assassinée de la manière la plus atroce qui soit. Et je crois qu'il n'y a pas de peine qui serait suffisamment importante pour un parent qui a perdu son enfant dans des conditions aussi graves que celles de la petite Shaina. Oui. J'ai rencontré ses parents, nous avons échangé et je comprends la douleur qui est la leur. Et il faut continuer de sensibiliser, d'éduquer et de donner les moyens, que ce soit à la police, aux gendarmes et aux magistrats, de pouvoir se saisir de ces questions pour enlever le sentiment d'impunité. Je crois que c'est ça sur quoi il faut travailler et nous avançons. Oui, durcir les peines. Parce que dans l'affaire Shaina, c'est le sursis qui a paru choquant pour des jeunes, effectivement, qui étaient très jeunes au moment des faits, qui ne reconnaissaient d'ailleurs pas ces faits. Encore une fois, je ne vais pas commenter la décision de justice. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les 4 lois qui ont été votées, nous avons notamment étendu les périodes de dépôt de plainte, par exemple, pour permettre à ces victimes qui n'osent pas encore parler ou qui n'ont pas le courage de prendre la parole sur ces sujets-là, de pouvoir le faire. Nous avons des hôpitaux aujourd'hui qui expérimentent le fait une victime qui vient parce qu'elle a été violentée, de pouvoir garder les preuves de la violence qu'elle a subie et au moment où elle est prête à déposer plainte, que l'on puisse l'aider et l'accompagner. Garder ces preuves pendant 10 ans, ça n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, ce sont des choses possibles. Et les hôpitaux ont aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement de ces victimes. Eh bien, tout cela, au même titre que les magistrats, au même titre que les policiers, c'est important. Mais la société civile a aussi un rôle à jouer pour éviter de dire « on savait, on aurait dû réagir ». Oui, vous avez regardé RMC hier matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, face à Pauline de Malherbe, lorsqu'elle lui présente les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, qui répond à Pauline de Malherbe: calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Est-ce qu'il n'y avait pas du sexisme derrière cette façon de parler? Moi, je ne dirais pas qu'il y a du sexisme, parce que vous voyez ce genre de joute verbale entre un policier, un homme politique ou qui que ce soit d'autre. Moi, je pense qu'on vit dans une société où on se choque de beaucoup de choses. Regardez d'autres politiciens, regardez d'autres journalistes. Ce genre de joute verbale a également lieu entre deux politiciens. Pas une dimension un peu sexiste? Enfin, moi, madame, calmez-vous, ça va bien se passer. Est-ce que c'est une façon de répondre? J'ai entendu des hommes se dire ça entre eux également. Moi, je crois que, à la place qui est la mienne, ce qui m'importe, c'est que l'on respecte les femmes dans leurs compétences. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Pauline de Malherbe a dit que c'est presque une offense. C'est ça ce qu'elle a dit. Mais je ne peux pas commenter ce qu'elle a ressenti. Il faut en tout cas respecter les femmes dans leurs compétences. Ce qui me choque, c'est ce côté... cette manière qu'on peut avoir de paternaliser certaines femmes pour les discréditer dans leur rôle. J'ai pas vu ça hier. J'ai vu un journaliste et un homme politique qui avaient une joute verbale. Mon rôle, c'est de faire en sorte que toutes les femmes puissent s'exprimer de la manière dont elles le souhaitent et qu'elles soient respectées dans leur professionnalisme. Mais ça fait penser à Nicolas Sarkozy face à Ségolène Royal, face à face au deuxième tour, qui lui dit « Calmez-vous, madame, il faut être calme ». Est-ce qu'on n'envoie pas toujours cette image-là aux femmes, y compris quand elles sont journalistes, d'ailleurs? Si vous êtes en train de me demander si les relations entre les femmes et les hommes dans notre pays sont égalitaires, la réponse est non. Si vous êtes en train de me demander si on donne aux femmes la place qu'elles méritent, la réponse est non. Si vous me demandez si les femmes qui ont des postes à responsabilité ou des postes en visibilité, comme Apolline de Malherbe, ne sont pas titillées aussi pour ce qu'elles sont, la réponse est oui. Et ça fait partie de ce jeu médiatique qui existe aujourd'hui. Maintenant, Gérald Darmanin a
il a dénoncé des chiffres erronés qui lui étaient communiqués par Apolline de Malherbe. Ce ne sont pas des chiffres erronés, c'était les chiffres du ministère de l'Intérieur. Non, c'est la manière dont ils étaient présentés. La manière dont ça n'était pas juste. De la même manière que vous me disiez tout à l'heure que les violences ont augmenté de 33%, non, les violences n'ont pas augmenté de 33%, ce sont les faits. Est-ce qu'ils auraient pu avoir une conversation un peu plus apaisée? Moi, je pense que notre pays a besoin de conversations apaisées sur tous les sujets. Oui, et il y avait la journée contre les mutilations sexuelles, c'était samedi. Oui. Là encore, augmentation des moyens. Beaucoup de choses encore à faire sur ce sujet-là. Écoutez, il faut savoir que dans notre pays, 125 000 femmes subissent des mutilations sexuelles féminines. C'est dramatique parce qu'elles ont des conséquences sur leur santé, sur leur capacité à procréer ensuite, et toute leur vie, elles souffrent d'une décision purement patriarcale, parce qu'il n'y a absolument aucune justification médicale derrière ce genre de pratique. Et c'est la raison pour laquelle, et comme elles sont assez mal connues, elles ont pendant très longtemps été complètement tabou. Et je salue le travail d'associations comme Excision, Parlons-en, qui ont mis ce sujet sur la table, qui forment, qui éduquent, qui en parlent, parce que ça nous permet de réaliser que beaucoup de femmes sont en souffrance face à des pratiques qui ne devraient plus exister. Il y a 200 millions de femmes, d'après l'ONU, dans le monde, que ce soit sur le continent asiatique, sur le continent africain, en Europe, qui subissent ces violences, parce que ce sont des violences. Eh bien, le fait de pouvoir avoir des données qui nous permettent de comprendre l'ampleur du mal est important, et c'est pour ça que j'ai décidé de renforcer le travail qui est fait par les associations avec 300 000 € qui va accompagner à la fois la recherche des données, parce que ce qui ne se compte pas ne progresse pas, ce qui ne se mesure pas ne progresse pas, mais aussi pour accompagner le travail des associations, pour éduquer les jeunes filles, pour conscientiser la société sur ce fléau que nous devons prendre à bras le corps. Oui, la campagne électorale, Emmanuel Macron n'a pas encore annoncé sa décision, mais elle ne fait pas de doute. Il en a très envie. J'espère qu'il se présentera parce que nous avons besoin. Il y a encore énormément de choses à faire. Oui, et alors, la question de l'égalité femmes-hommes, dans cette campagne électorale-là, on vous a vu affronter Éric Zemmour dans une émission de télévision. Vous dites, au fond, ça doit être effectivement une question centrale, et il y a des choses qui vous choquent. Écoutez, moi, je me battrai contre tous les hommes qui considèrent que les violences faites aux femmes ne sont pas un sujet, qui n'en parlent même pas du tout, contre tous les hommes qui veulent renvoyer les femmes à la maison, contre tous les hommes qui enlèvent des droits aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Je pense que cette question, Emmanuel Macron a eu l'intelligence de mettre l'égalité femmes-hommes au cœur de son quinquennat. J'espère que dorénavant, tous les présidents ou présidentes qui viendront à l'avenir auront ce sujet au cœur de nos débats, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire, malgré tout ce que nous avons déjà fait. Et on n'a pas parlé de l'émancipation. Il y a des candidats qui vous font peur sur cette question-là. Non, je n'ai pas peur des candidats. Moi, les idées complètement saugrenues, stupides, idiotes, bêtes, qui sont énoncées parce qu'on considère que l'égalité femmes-hommes est un sujet à la mode et qu'il faut dire tout et son contraire. Par exemple, quel candidat Je pense que le candidat le plus terrifiant sur ce sujet, c'est effectivement Éric Zemmour, parce qu'un homme qui dit qu'une femme est un gibier et qu'elle est là pour valoriser la puissance d'un autre homme, d'un homme, je trouve ça, quand on pense qu'il y a 90 000 femmes dans notre pays qui sont violentées et qui sont violées tous les ans, qu'on les considère comme des gibiers et donc les hommes seraient des chasseurs, ça vous donne une idée assez catastrophique de la manière dont nos enfants peuvent appréhender ces questions. Mais sur la question de la discrimination, là aussi, c'est un choix de société qui s'offre aux Français en avril prochain. Écoutez, il y a deux choses. Soit nous considérons que nous sommes un pays divisé, incapable de vivre ensemble, soit nous considérons que nous avons des valeurs républicaines extrêmement importantes, fortes, qui donnent de l'espace à chacun dans notre pays. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire où j'avais des amis musulmans, juifs, catholique. Je ne me posais aucune question. Je ne me posais pas de questions sur l'origine culturelle des gens. Je ne me posais pas de questions sur le genre des gens. Je ne me posais pas Je voyais notre capacité à vivre en France. Ce pays dispose de tous les fondamentaux pour que nous trouvions un espace de vie commune et que nous fassions société et que nous fassions nation. Toutes les personnes qui prétendent aimer la France, mais qui aiment une France qui se sépare
sépare de ces femmes, qui se sépare des personnes de confession musulmane, qui se sépare des personnes LGBT+, parce qu'elles ne leur plaît pas ou elles ne correspondent pas à leurs idéologies, sont des personnes dangereuses pour notre pays. Oui, hier, Emmanuel Macron a dit « L'immigration venant notamment du Maghreb est une chance formidable ». Je cite le président de la République. Ça, c'est un clivage très important dans la campagne. Mais vous savez, la question de l'immigration est aujourd'hui dans le débat politique parce que les présidentielles arrivent. Quand vous posez la question aux Français, moi quand je me déplace, j'adore aller dans les zones rurales, dans les grandes villes, dans les quartiers populaires. Les gens me parlent de pouvoir d'achat, ils me parlent de l'éducation de leurs enfants, ils me parlent de la manière dont leurs aînés vont vieillir, ils me parlent de sécurité. Ils ne me parlent pas d'immigration, pas seulement parce que je suis une femme de couleur. Ils ne me parlent pas de ça parce que quand ils se lèvent le matin, ce n'est pas la première préoccupation qu'ils ont. Et de toute façon, que vous parliez de l'éducation de vos enfants, de sécurité, que vous parliez de pouvoir d'achat, qui que vous soyez, ces sujets-là concernent votre vie au quotidien. Faire peur aux gens, diviser notre société, c'est la minimiser et lui enlever toute la puissance de sa diversité. Et c'est ça que nous devons combattre. Merci beaucoup. Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion et pour la diversité, était notre invitée. Merci. Merci à vous.